Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Le Conseil constitutionnel valide la loi sur la réforme des retraites. Une sinistre plaisanterie. Avant de développer cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier, comme il est de coutume sur cette chaîne, tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Christine Bru, Nathanaël Scorpion, DMTM, Jean-Marie Sanidzu, Patounette et Mireille Chesbeuf. Merci beaucoup à tous. Je vous ai souvent dit que la réinformation était un sport de combat. Je le vérifie un peu plus chaque jour. Vous verrez à l'intérieur de ce journal. Et puis je tenais vraiment encore une fois à vous remercier pour l'aide que vous m'apportez avec les petits pouces levés, les gentils messages et puis certains diffusent sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Vous me l'aviez dit, vous me l'aviez prédit, le Conseil constitutionnel allait valider la réforme des retraites. La question que je me posais, c'était quels étaient les arguties qu'ils allaient trouver pour justifier une loi qui était profondément anticonstitutionnelle. On va regarder par exemple ce dont je vous avais parlé. Avec cette conformité partielle du texte à la Constitution, Emmanuel Macron échappe au scénario noir d'une censure totale. Commentant sa décision, le Conseil constitutionnel reconnaît le caractère inhabituel de l'utilisation combinée des articles 47.1 et 49.3 de la Constitution. Mais en réponse aux conditions du débat, elle n'a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. Ils sont gentils, les sages du Conseil constitutionnel. Ils reconnaissent le caractère inhabituel, mais non, tout va bien circuler, il n'y a strictement rien à voir. C'était en effet cet élément qui faisait dire à tous les constitutionnalistes que la loi sur la réforme des retraites ne pouvait pas être validée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a répété au micro de BFM TV le constitutionnaliste Dominique Rousseau, se dit surpris de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Et il ajoute même comment peut-on valider une réforme des retraites alors que les ministres qui ont présenté une grande partie des éléments du texte ont menti devant les députés. Oui, ils n'ont peur de rien, ces juges, même ceux déjugés, parce que ce sont eux aussi qui avaient avertit le gouvernement que l'utilisation du 49.3 et du 47.1 était, comme ils le disent eux-mêmes, très inhabituelle. Mais on va aller sur des choses qui sont encore plus étonnantes. L'usage du 49.3 sur l'intégralité du texte. Tout texte budgétaire est composé de deux parties, l'une consacrée aux recettes, l'autre aux dépenses. Le Rassemblement national dénonçait le fait que le gouvernement ait engagé sa responsabilité avec l'article 49.3 sur l'ensemble du texte et non sur chacune de ses parties. Les députés d'extrême droite, alors on enlève d'extrême droite, c'est dans un article du journal Le Monde, c'est les députés patriotes, entendaient s'appuyer sur le précédent de 1979. Ce précédent de 1979 est très ironique parce que celui qui avait fait en sorte que la loi soit invalidée par le Conseil constitutionnel à partir de cet élément se nommait, ou se nomme toujours hélas, Laurent Fabius. Quand le projet de loi de finances avait été censuré pour un motif de procédure par le Conseil constitutionnel. Dans ce cas emblématique où il y a eu une censure pour un motif de procédure, le Conseil constitutionnel avait censuré ce texte parce que le gouvernement n'avait pas respecté le vote en deux parties, à savoir d'évaluer d'abord les recettes avant les dépenses. Précise Jean-Pierre Camby, professeur associé à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et spécialiste de droit électoral. Alors ce que vous constatez, c'est qu'à chaque fois qu'on a quelqu'un qui affirme que le texte est anticonstitutionnel, ce sont des spécialistes du droit. Et c'est sage, est-ce qu'ils le sont vraiment? Nous verrons cela dans un instant. Et puis après, là on est dans la manipulation totale avec les articles qui ont été invalidés. Regardez par exemple cet article. Certes, les sages ont invalidé 6 dispositions, jugées contraires à la Constitution. Parmi elles, l'index senior et le CDI senior. Deux concessions à la droite considérées comme des cavaliers sociaux, n'ayant pas leur place dans un texte financier. Mais l'essentiel y est pour l'exécutif, etc. Mais ces cavaliers sociaux, ces deux éléments, qui les avait défendus? Souvenons-nous, c'est ce sale personnage d'Éric Ciotti avec Bruno Retailleau au Sénat. Il nous avait expliqué qu'ils avaient fait en sorte que la loi sur la réforme des retraites soit sociale, entre guillemets. J'ai mis de gros guillemets.
Eh bien, ces deux éléments n'y sont pas. Autrement dit, ils se sont moqués des Français, surtout que les constitutionnalistes nous avaient dit attention, ce sont bien des cavaliers sociaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être votés dans la réforme des retraites. Ils se sont moqués de nous, ils nous ont véritablement manipulés. Mais là où on atteint des sommets, on a presque envie de rire, j'ai envie de dire, départ anticipé pour certains fonctionnaires actifs comme les policiers. L'article 10 du projet de loi traitant de l'usure professionnelle prévoyait, entre autres, un départ anticipé sous certaines conditions pour des fonctionnaires ayant exercé dans des emplois classés dans les catégories actives ou superactives avant leur titularisation, comme des policiers, par exemple. Là encore, la mesure n'avait en tant que telle qu'un effet trop indirect sur les comptes de la sécurité sociale pour le Conseil constitutionnel qui a décidé de la censurer. Il y a une loi absolue dans la Macronie. Tous ceux qui collaborent avec Emmanuel Macron sont trahis très rapidement. Je lisais de la part de certains policiers, certains évidemment, que cette loi sur la réforme des retraites, de repousser l'âge légal à 64 ans, ne les concernait pas puisque le gouvernement avait mis une disposition en leur faveur. Eh bien non, ils partiront à 64 ans. Et j'ai aussi une petite pensée aux chauffeurs routiers qui n'ont pas voulu, parce qu'il y a eu des chauffeurs routiers qui sont très très bien comportés, mais il y en a pas mal qui nous expliquaient que de toute façon ils étaient en négociation, qu'ils ne pouvaient pas se joindre au mouvement contre cette réforme des retraites. Je me méfierais parce que comme ça coûte beaucoup d'argent, ils pourraient peut-être là encore supprimer la disposition, une disposition qui avait été promise. Alors, Emmanuel Macron promulgue la loi à 3 heures du matin, oui, par un courriel qui plus est. Un courriel reçu aux alentours de 3 heures du matin annonce la promulgation de la réforme des retraites, ce qui évidemment suscite la colère de l'opposition. Emmanuel Macron promulgue la loi comme un voleur. Cela en dit très très long sur la fébrilité à l'Élysée. Il joue les gros bras, mais à mon avis, ils ne sont pas très sereins. Alors il y avait encore une chance, c'est le fameux RIP. Eh bien le Conseil constitutionnel vient d'annuler le RIP. Alors nous avons peut-être une deuxième chance, mais voilà ce que nous dit Pierre Gentillet. Il reste 48 heures aux parlementaires pour faire une nouvelle proposition de référendum d'initiative partagée, rédigée comme ci-dessous pour prendre le Conseil constitutionnel à son propre piège et forcer ainsi le passage par référendum. 48 heures avant la promulgation. Rendez-vous compte, cela signifie que si la proposition de RIP indiquait non pas comme âge de départ 62 ans, mais 62 ans et un jour, la procédure de RIP aurait été validée car cela aurait bien changé l'état du droit en vigueur. Cette décision du Conseil constitutionnel est une farce, nous affirme Pierre Gentillet. Oui, une farce, on peut même dire que ces sages sont des farceurs pour ne pas dire autre chose. Oui, des gros farceurs. Regardez un petit peu le pédigré de tous ces gens. Vous me l'avez souvent dit en me disant « Attention, Laurent Fabius est lié à l'affaire du sang contaminé ». Mais s'il n'y avait que cela, pensez que Laurent Fabius, c'est quand même celui, lorsqu'il était membre du gouvernement de François Mitterrand, qui a fait passer la retraite à 60 ans. Et maintenant à 64 ans. Vous voyez un petit peu la colonne vertébrale de cet homme. Et Alain Juppé, Alain Juppé. Moi, je me rappelle lorsqu'il a été condamné le 30 janvier 2004 à 10 ans d'inéligibilité. Vous imaginez que le sage, c'est quelqu'un qui a été condamné à 10 ans d'inéligibilité parce qu'il a trempé dans des affaires illégales de financement de partis. Si vous regardez Gouraud, on sait elle aussi qu'elle a traîné dans des affaires de financement, notamment du Modem. Le Malbec qui est à l'intérieur, c'est une magistrate qui a fait en sorte de classer l'affaire de Richard Ferrand. Oui, ces sages sont d'énormes farceurs. Alors, si vous n'appréciez pas le terme farceur, choisissez le terme que vous voulez. Moi, je ne peux pas dire le fond de ma pensée. Ma vidéo serait supprimée. Mais j'en suis quand même déstabilisé. Normalement, quand on fait quelque chose de mauvais ou d'illégal, on le fait dans l'ombre. Là, ils ont commis un acte en pleine lumière. Ils ont désespéré une grande partie des Français qui n'ont plus, de ce fait, confiance dans les institutions de leur État. Nous entrons donc dans l'inconnu. Comment vont réagir à peu près les syndicats, les partis politiques face à ce genre de mesures iniques ? Pendant que nous pleurions la décision du Conseil constitutionnel, eh bien, à l'Élysée, alors pas exactement à l'Élysée, mais la ministre Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, danse. Elle danse à une soirée privée de Gizeh chez le fils de Bernard Arnault.
cette danse en dit beaucoup plus long que tout ce que je viens de dire. Oui, la collusion entre les élites économiques et les élites politiques sont telles que certains vont faire la fête chez des milliardaires. On nous fait souvent la leçon sur la séparation des pouvoirs. Eh bien, nous avons une très belle illustration qu'il y a véritablement un énorme problème en France. Je reviendrai d'ailleurs à la fin de ce journal sur une affaire extrêmement grave. Il y avait longtemps que je n'avais pas parlé de Pape Ndiaye. Mixité sociale à l'école, les déclarations de Pape Ndiaye sur le privé font réagir. En effet, Pape Ndiaye reproche aux écoles privées de ne pas faire suffisamment de mixité, de ne pas être inclusive. La première chose auquel j'ai pensé, il y a une information qui va à l'encontre du discours, du narratif de ce ministre. Autrement dit, il agit pour couvrir quelque chose. Quelle est l'information qui gêne la rue de Grenelle? Oh, c'est pas compliqué, il suffit de mettre cela. Brevet seulement 9 établissements publics dans les 100 premiers collèges de France. Et si on prenait les lycées, ce serait à peu près la même chose. Autrement dit, l'école publique ne fait absolument pas son travail. Et d'ailleurs, les parents d'élèves plus exactement, lorsqu'ils ont entendu Pape Ndiaye, ils ont dit « mais l'école de mon quartier, elle est vraiment épouvantable. J'ai mis mon fils dans une école privée, ça me coûte de l'argent et maintenant vous lui tapez dessus. Mais qu'attendez-vous pour faire en sorte que l'école publique soit à la hauteur du privé ?» C'est ça la question. Parce qu'avec cette école inclusive, avec cette école qui ne pense qu'à des choses qui ne concernent pas les élèves, eh bien les parents sont en train de fuir quand ils le peuvent cette école. Sans transition, bien qu'il y en a peut-être une, le wokisme, c'est une histoire qui m'a beaucoup fait rire. Le brasseur, que vous lisez à l'écran, Anheuser-Busch, perd 5 milliards en bourse, ses ventes s'effondrent complètement parce qu'elle a fait un partenariat avec une femme trans ou tout ce que vous voulez. Et oui, la Bud, c'est une bière américaine extrêmement populaire. Le client ou le buveur de bière, c'est plutôt un républicain pro-Trump. On lui met en égérie de la bière qu'il boit une trans. Eh bien, c'est pas compliqué. Les ventes se sont effondrées à tel point que le brasseur a perdu 5 milliards. C'est une excellente leçon. Et puis surtout, c'est quelque chose de drôle. Quel est le créatif qui a voulu mettre une égérie trans à une bière très populaire? Je ne sais pas quel est ce génie, mais alors, champion du monde, bravo mon gars. Et puis nous avons appris toujours dans la même vanne quand les pâtes Barilla se mettent à l'heure inclusive. La marque considère que nous sommes dans une société multiculturelle et nous propose une nouvelle recette de carbonara, oui, avec de la pancetta, inclusive, donc sans porc. La cuisine traditionnelle italienne doit s'effacer pour se reconstruire. Cela a suscité, vous l'imaginez, en Italie, une énorme vague de protestations, à tel point d'ailleurs que les ventes de la marque, elles aussi, risqueraient de s'effondrer. Voilà ce qui se passe en ce moment avec le wokisme. Là maintenant, nous allons ouvrir la page Julien Pain. Et ça, j'avoue qu'il a fallu que je sois bien assis pour regarder ce reportage de Julien Pain. Le nouveau média Omerta se présente comme neutre. Alors on a regardé sa couverture de la Russie. Il donne quasi exclusivement la parole à des personnes défendant les positions du Kremlin. Et sur les questions de société, la connivence avec l'extrême droite est claire. J'aime beaucoup ce petit texte, c'est un condensé de totalitarisme. En effet, à partir du moment où vous utilisez des termes qui ne signifient rien, ou tout au moins qui ne signifient pas ce que sont les choses. Par exemple, les positions du Kremlin. Lesquelles on aimerait savoir quelles sont les positions du Kremlin qui sont défendues par Régis Le Sommier. Et sur les questions de société, la connivence avec l'extrême droite est claire. Mais qu'est-ce que l'extrême droite? Pouvez-vous nous définir ce que c'est que l'extrême droite? Est-ce que ce sont les gens qui ne pensent pas comme vous? Omerta est une ligne éditoriale, c'est un fait, et dans une démocratie, c'est même nécessaire. Alors on va regarder cette notion de position du Kremlin. Parce que dans le numéro papier du dernier Omerta, il y a Arnaud Klasfeld. Vous savez que je vous ai donné dans mon dernier numéro un tweet d'Arnaud Klasfeld qui citait un journal israélien qui attaquait les Ukrainiens parce qu'ils baptisaient une partie de leur rue à Kiev de gens qui ont été des criminels de guerre nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, selon Julien Pain, c'est une position du Kremlin? Est-ce que, selon Julien Pain, lorsqu'on dénonce des nazis en Ukraine, est-ce que c'est d'être extrême droite? C'est la question que je lui pose parce que je suis très déstabilisé. Et puis,
il y a aussi ce terme d'extrême droite. Alors, il y a un tweet qui m'a beaucoup amusé. Elle est d'une jeune fille qui ne se rend pas bien compte de ce qu'elle écrit, parce que des fois, on a envie véritablement de rire. Allez, on va rire, on va le montrer. Jordan Bardella, l'extrême droite, c'est un terme militant, bien évidemment, utilisé aujourd'hui pour discréditer tous ceux qui n'appartiennent pas à la pensée dominante et au politiquement correct. C'est du Julien Pain traditionnel. Julien Pain, il est là pour défendre Emmanuel Macron. Il n'y a aucun grand mouvement politique français qui répond à la définition réelle de l'extrême droite. Et Magali, cette Magali nous dit, attendez, on va définir ce que c'est que l'extrême droite. Et là, on a envie de rire. Donc, parti nationaliste et xénophobe, ce n'est jamais été le cas pour le Rassemblement national. Asile des racistes, donc, il commence par des insultes, qui ne sont pas évidemment étayées. Et antisémite. Alors, j'aimerais qu'on en parle avec Gilles-William Goldnadel ou Arnaud Klasfeld. À forte tendance autoritaire, le Rassemblement national, depuis le début, joue la carte des institutions. Régressif pour le droit des femmes. Il faudrait en effet en parler avec Marine Le Pen, je pense qu'elle nous expliquerait cela. Homophobe, je pense que Julien Audoul ou Tanguy, et je m'excuse pour eux parce que ce sont des patriotes et je les respecte en tant que patriotes, mais là on a quelque chose d'absolument amusant. J'ai beaucoup d'amis patriotes qui me disent le seul refuge aujourd'hui qui combat, vers le parti qui combat le plus l'homophobie, c'est bien le Rassemblement national. Peu porté sur la démocratie, c'est quand même assez amusant alors qu'il joue le jeu des institutions. Démagogue, ah ben Magali, manifestement, vous savez ce que c'est que la démagogie. Vous venez juste nous en donner une définition. Anti-science, alors là, j'ai presque envie de dire le zeugma. L'intrus dans ce charabia. Anti-science, est-ce qu'il n'y a pas un relent d'attaque contre les non-vaccinés par hasard? Anti-science, très intéressant, parce que le Rassemblement national, en effet, a attaqué les politiques du gouvernement sur la question. Et puis alors, la plus grosse chose qui est insupportable, climato-sceptique. Autrement dit, pour Magali, si vous avez une opinion qui est contraire à l'opinion dominante, vous êtes d'extrême droite. Il faut juste lui expliquer que c'est exactement l'inverse. Elle s'est ridiculisée. Alors, ce sont ces gens-là que Julien Pain essaie d'informer. Alors à Julien Pain, moi j'ai envie de lui dire, est-ce que vous ne pourriez pas un jour écrire ce genre d'article, par exemple? Le quotidien allemand très respecté, le Frankfurter Allgemeine, compare Macron à Néron, qui fit de Rome un champ de ruines. Et Néron était fou, quelle image de notre pays et de notre président à l'étranger. Pourrait-il écrire un article aussi critique sur Emmanuel Macron? Ah, j'ai quelques doutes. D'autant plus qu'il y a une affaire qui montre que Julien Pain et consorts sont quand même financés d'une drôle de façon. Idriss conforte Studburn, c'est sordide, mais c'est hélas vrai, point par point. Ceux qui disent que des gens surfent sur le complotisme pour faire du business perçoivent de l'argent d'un fonds public créé pour quelqu'un qui s'est fait décapiter. C'est tout pour le moment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on va l'expliquer puisque les amis de Julien Pain sont liés là-dedans. Eh bien, tout simplement, c'est le fameux fonds Marianne. Oui, le fonds Marianne dont je vous ai parlé, c'est pour cette raison que Marlène Schiappa a posé dans Playboy pour éviter qu'on en parle trop. J'avais fait un numéro dessus. Ça va être un régal, nous affirme Éric Morillo. Arcemandax, c'est un fact-checker, appelé aussi Tronchambier, qualifie de rumeurs et de calomnies les infos sur conspiration et fonds Marianne de Libé, de Marianne Mag, de Mediapart, de France TV. Un champion, je vous dis, ce fact-checker. Et oui, ils ont bien reçu de l'argent d'un fonds Marianne. Autrement dit, ils sont plus ou moins financés par l'État pour dire du mal de gens qui ont un regard critique sur les autorités. Comment cela s'appelle, ça, dans l'histoire du journaliste? Ceux qui perçoivent de l'argent de l'État pour critiquer l'opposition. Je vous laisse deviner. En tous les cas, l'affaire fait grand bruit et ça risque d'aller très loin. Je voudrais aussi terminer, sur un petit peu le même genre, il y a des organismes critiques, et notamment le COR. Vous vous en souvenez, le COR sur la retraite? Eh bien, il nous avait expliqué qu'il n'y avait pas de problème de financement. Que fait Macron? Eh bien voilà, la sœur de Samuel Paty s'alarme du virage communautarisme du Conseil des sages et de la laïcité, présidé par Pape Diaye. Comme le COR, la reprise en main dictatoriale continue.
Le Conseil d'orientation des retraites, pourtant nommé par le pouvoir, n'a pas été suffisamment servile pendant les débats sur les retraites. Le gouvernement va le dissoudre. La dictature Macron ne se cache même plus. Plus le virage communautariste. Voilà. Et Julien Pain fait-il des articles là-dessus? La Tronchambier fait-il des articles là-dessus? Certainement pas. Vous comprenez que si vous voulez avoir une presse libre, eh bien, vous ne pouvez la trouver que sur les réseaux sociaux, sur des gens qui sont passionnés et qui ont à cœur de vous donner une information différente, une information sourcée. Je vous remercie, et puis je sais ce que vous allez me dire, un dimanche, écoutez, cette histoire du Conseil constitutionnel, ça fait 2 jours qu'elle est dans ma tête. J'ai commencé samedi matin, un peu samedi soir, j'en ai fait aujourd'hui, j'ai tourné aujourd'hui dimanche. Je vous avouerai que je ne digère pas, parce que, comme je vous l'ai dit, souvent les crimes se font dans l'ombre. Là, ils l'ont fait en plein soleil, et ils devront assumer, bien évidemment, leurs décisions. Allez, à bientôt pour un nouveau numéro, et merci à vous de me suivre. Bye bye.